Bonjour à vous. Donc le thème que déjà je suis très content d'être là. C'est la deuxième année que je viens et je suis toujours accueilli avec joie et surtout je vois l'évolution de cette association qui était un embryon il y a 2 ans, qui était il y a 1 an quelque chose qui commençait à grandir et vraiment maintenant ils ont leur place dans le cercle des associations qui font des choses sympas. Et c'est super agréable pour moi de les voir grandir comme ça, c'est chouette. Merci les jeunes. Aujourd'hui, je voudrais parler de la gestion de l'eau. Gestion de l'eau, un bel avenir est possible. Donc le titre est un peu évocateur. Au sommaire, je voudrais vous dresser un bilan de la gestion de l'eau aujourd'hui et puis peut-être faire un pas dans le futur de ce que pourrait être une gestion de l'eau peut-être plus respectueuse, on verra. On rentrera après dans les détails au niveau technique sur l'épuration naturelle des eaux usées. On se posera la question, qu'est-ce que c'est de boire une eau de qualité, de haute qualité? Et enfin, la dernière question qu'on pourra se poser, c'est quel avenir pour l'eau de pluie? Eh bien, on y va. Et puis à la fin, je vous donnerai quelques références. Je vais parler de plein de petits sujets. C'est pour vous lancer des pistes pour aller faire des recherches après. Hein, je ne peux pas tout développer dans la conférence. Un bilan sur la gestion de l'eau aujourd'hui. La gestion de l'eau, vous allez voir, je vais la relier à l'agriculture. Donc aujourd'hui, l'agriculture, c'est quelque chose d'assez linéaire. Il y a des entrants ou des intrants, comme disent les agriculteurs, et des sortants. Les entrants, c'est on a besoin d'azote, on a besoin de potassium et on a besoin de phosphore pour alimenter donc, les cultures. Et ça arrive souvent par des minerais, d'accord? Donc des choses qui sont arrachées à la terre dans souvent d'autres pays. On va faire pousser les denrées alimentaires et nous, on va manger ces denrées alimentaires. Chose qu'on fait tous les jours, on va aux toilettes, on tire la chasse d'eau et c'est là que commence la grande pollution de l'eau. Au niveau du taux de dépollution qu'on pourrait donner dans le monde, aujourd'hui c'est 10%, c'est une moyenne hein, sur tous les polluants qu'on peut avoir, 10% de taux d'épuration dans le monde. En France, on est largement meilleur et on s'améliore d'année en année puisqu'il y a des investissements qui sont faits dans ce sens-là. On est à 50%. Alors 50%, vous me direz, c'est pas génial, mais sur certains polluants, on arrive à un abattement de 100%, par exemple le carbone, quasiment 100%. Et puis sur des polluants comme les hormones, comme les pesticides, on arrive quasiment à 0%. Donc voilà, et puis il y a toute la batterie de polluants qui est entre les deux. On se retrouve donc avec des eaux souterraines et des eaux de surface, entre autres les rivières et les nappes phréatiques, qui sont relativement polluées, avec des usines nécessaires pour rendre l'eau potable derrière. On a un autre problème, c'est qu'il y a un taux, donc la façon d'épurer l'eau chez nous, ça se fait avec un principe en général de boue activée. Et donc le volume de boue est sacrément énorme et on ne sait pas quoi en faire. Donc ça, c'est un problème. On ne peut pas vraiment le valoriser en agriculture, puisque ces boues, on va le voir, sont dangereuses pour la santé, donc elles doivent être brûlées. Alors elles sont brûlées de 2 manières, soit de façon chimique, avec de la chaux souvent, soit de façon thermique, carrément en les cramant. Et on se retrouve avec quelque chose qui ressemble plus à du béton qu'à un bon compost. Donc pour nourrir la terre après, ce qu'on essaye de faire avec les boues, c'est pas génial. Et puis la grande oubliée dans le système actuel, c'est l'eau de pluie. Elle ne sert à rien. L'idée commune de dire l'eau de pluie n'est pas potable, ça c'est extraordinaire.
Voilà. Donc, je suis là pour tordre le cou un peu à ces idées reçues. On va voir où ça nous mène. Au niveau de la pollution, voilà, les deux acteurs principaux de notre pollution, c'est pipi et caca. Les matières fécales sont composées essentiellement de carbone et de bactéries. C'est pour ça que nos matières fécales sont dangereuses biologiquement pour notre santé. On développe pas mal de maladies dans ce sens. Choléra, Escherichia coli, etc. Escherichia coli, c'est la bactérie. Pardon. Du phosphore et un tout petit peu d'azote. Les urines, à côté, sont souvent stériles. Il y a quelques années, disons un siècle, on utilisait les urines pour désinfecter. D'accord ? C'est composé essentiellement d'azote, de phosphore, un tout petit peu de carbone et des bactéries si on a une maladie ou une infection. Voilà. Ça vous paraît pas bizarre déjà ? Tiens, dans nos excréments, il y a de l'azote et du phosphore. Ça donne des pistes. Ce que donne l'azote ou les nitrates quand ils sont oxydés, donc l'azote oxydé, ça donne des nitrates, et les phosphates, dans notre environnement, en fait, c'est des engrais. Donc ça va engraisser notre environnement. Entre autres les cours d'eau, et on va avoir des algues vertes un peu partout. Donc voilà ce que ça peut donner. Il y a pas mal d'autres polluants, mais je ne vais pas développer toute la liste des polluants qu'il peut y avoir aujourd'hui. Un autre bilan sur la consommation de l'eau. Donc la consommation qu'on fait de l'eau aujourd'hui, c'est essentiellement l'agriculture, à peu près 50%. Une toute petite part pour l'industrie. Les industries se sont énormément améliorées dans leur process pour faire des systèmes de recyclage d'eau. On a l'électricité qui compose un quart à peu près de notre consommation. Là, c'est essentiellement les centrales nucléaires pour les refroidir. Et puis, un autre quart qui est pour nous, en fait, l'utilisation domestique. On va parler de l'agriculture puisque c'est le plus gros consommateur et comment on peut réduire donc, la consommation ou comment on peut faire quelque chose d'un peu plus durable avec l'agriculture. Mais avant, je voudrais vous présenter ça. Ça, c'est un modèle qu'on pourrait développer pour la gestion de l'eau dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on referme un cycle, le cycle de la matière. Les agriculteurs font toujours leur agriculture et nous fournissent nos denrées alimentaires. Nous, on va toujours aux toilettes. Mais on sépare les eaux de vanne. Donc les eaux de vanne, ça veut dire ce qu'on tire au niveau de la chasse d'eau. Et les eaux grises. Les eaux grises, c'est ce qu'il y a en lavage, lave-vaisselle, douche, voilà. On sépare ces deux eaux-là et on va récupérer les matières fécales et les urines pour les revaloriser au niveau de l'agriculture. Les eaux grises, elles, qui sont des volumes importants mais très peu pollués, on va pouvoir mettre des systèmes d'épuration simples où on va pouvoir utiliser les stations d'épuration qui sont dépassées aujourd'hui. Donc on n'a plus besoin de réinvestir. Vous allez voir, dans le système, il y a quand même à réinvestir. Et puis surtout, dans le modèle qu'il y a là, il y a une meilleure gestion donc, du coup de l'eau de surface et des nappes phréatiques, puisqu'on ne pollue plus l'eau de surface et de nappes phréatiques. Et enfin, un grand service, on peut dire, allez, national, on y va. Parce que le privé est très présent dans l'eau, donc dans le secteur de l'eau, on va dire un service national des eaux de pluie. Voilà, ça serait un modèle qu'on pourrait développer. On va essayer de le détailler, ce modèle-là, petit à petit. Alors les axes d'action, ça pourrait être l'agriculture, l'épuration de l'eau et une très bonne qualité d'eau à boire.
L'agriculture, comment on pourrait s'améliorer au niveau de l'agriculture? Déjà, il faut arrêter le labour. Il faut arrêter de labourer la terre. C'est quelque chose de traditionnel. On a transformé en fait l'agriculture, on a transformé les terres en désert. Dans certaines régions, il y a le croissant fertile, il y a plein d'exemples partout dans le monde où avec notre système d'agriculture, on est en train de transformer nos sols en sols pauvres et désertiques, même en France. Le but, c'est de recréer un sol vivant avec une couverture du sol. La couverture du sol, le sol a besoin essentiellement de carbone. D'accord? Parce qu'il y a toute une chaîne alimentaire qui se fait après. On a besoin de plus d'engrais verts pour, en fait, les engrais verts, c'est eux qui vont pomper l'azote de l'atmosphère. L'engrais azoté, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de faire, a priori, du purin d'ortie ou ramener, je ne sais pas quel engrais azoté. Il y en a partout dans l'atmosphère. Il faut juste le capter. Donc il y a des plantes qui sont spécialistes là-dedans. C'est ce qu'on appelle les engrais verts. Et puis moins d'engrais chimiques. Pour ma pratique, alors ce n'est pas une pratique agricole, hein, c'est plutôt une pratique potagère. Moi j'utilise quasiment plus de purin d'ortie et plus de compost. Ce n'est pas nécessaire. Alors vous allez me dire comment je fais. Ben, je vais directement au sol, ça veut dire que je composte directement au sol mes détritus de cuisine par exemple. Il y a un gain énorme, ça veut dire que dans un compost on perd énormément de matière. C'est dommage. La possibilité aussi de récupérer de l'eau. On voit qu'on a des périodes de sécheresse assez importantes cet été, mais encore en septembre. Le fait de planter des arbres, ça va agir de deux manières. Déjà, les arbres vont aller pomper l'eau en profondeur et vont la remonter au sol pour des plantes qui sont autour de l'arbre. Et puis en plus, on l'oublie parce que nous, on est dans un climat qui est un peu un climat d'influence océanique. Donc ça veut dire que c'est les pluies qui viennent de l'océan qui nous arrosent. Mais dans des climats qui sont plus au centre de l'Europe, on oublie que c'est les arbres qui font la pluie. En Roumanie, ils ont massacré pas mal de forêts. Ils commencent à avoir des sécheresses qu'ils n'avaient jamais. C'est pour cette raison-là. D'accord ? Donc les arbres font la pluie. C'est intéressant. Et un petit geste, je l'ai mis pour vous, qui voulez agir au quotidien. Si vous mangez moins de viande, vous réduisez votre consommation d'eau. Plus que si vous coupez l'eau du robinet quand vous brossez les dents. Un kilo de bœuf, c'est à peu près 1500 litres de flotte. Voilà, ça donne une idée. Comment polluer l'eau? Comment dépolluer l'eau? Comment dépolluer l'eau? Comment polluer l'eau? On sait faire. Donc je reviens sur ce que j'expliquais tout à l'heure, séparer les eaux grises des eaux de vanne. Les eaux vannes, donc c'est les eaux avec une forte pollution, les excréments et les urines, mais finalement un faible volume. Et puis les eaux grises, on se retrouve avec une pollution faible, mais des volumes sacrément importants. Donc ça vaudrait le coup, puisque ce n'est pas le même type de pollution, de les séparer pour les traiter différemment. Ici, je vais vous parler d'un modèle d'un monsieur que je respecte beaucoup. J'ai pris carrément les diapos sur son site internet. Allez voir son site internet, c'est extraordinaire. Ce monsieur s'appelle Joseph Orzag. Peut-être que vous connaissez. C'est un Belge. Il a beaucoup travaillé sur l'épuration de l'eau et il nous propose un système qui est viable et un système d'avenir sur la gestion de l'eau. Déjà, il différencie deux cas. Les gens qui habitent en campagne, il appelle ça les périurbains et rurales, et les gens qui habitent en ville. Pour les gens qui sont en campagne, ils ont un petit lopin de terre, donc ils peuvent éventuellement faire du compost. Première chose, installation de toilettes sèches. Ça, c'est l'idéal. Ça fait
15 ans, je me suis lancé il y a 15 ans dans des formations pour installer les toilettes sèches. J'ai eu plein de gens qui sont venus à ces formations. C'était fantastique, tout le monde était content. On construisait des toilettes sèches, c'était super. On faisait ça ensemble, mais des belles journées, hein, vraiment. Et puis, au bout de 10-15 ans, je fais le bilan de combien de personnes de mon âge, ont installé réellement des toilettes sèches chez eux. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faut être super motivé. Je pense que vous, les jeunes, vous êtes vachement plus motivés. Donc, pour les moins motivés, il propose, parce qu'il est réaliste ce gars-là, il propose un système à chasse d'eau, mais à chasse d'eau très peu, avec des petits volumes, sous pression, souvent une chasse d'eau à 4 litres, et puis une fosse de vidange. Donc c'est juste en fait une cuve qui va récupérer la totalité. D'accord ? Les toilettes sèches, elles peuvent être compostées directement sur la parcelle. La fosse à vidanger, elle va être vidangée par un camion-citerne. Donc on voit déjà qu'il y a deux vitesses intéressantes au niveau financier. Il n'y a pas besoin d'aide. Celui qui a des toilettes sèches, il ne va rien payer. Mais il va bosser quand même un petit peu. Celui qui ne veut pas s'emmerder, c'est le cas de le dire, il va appeler le camion et puis le camion va venir vidanger. D'accord ? Ensuite, en ville, problème. Toilettes sèches en ville, fiasco. C'est pas possible. Surtout quand les villes sont des villes anciennes. Par contre, lui, il propose quelque chose. C'est faire deux réseaux. Un réseau avec les eaux vannes, excréments et urine, et un réseau avec les eaux grises. Aujourd'hui, on n'a qu'un seul réseau. Il faudrait construire un deuxième réseau. Là, il y a un investissement. Mais peut-être que ça vaut le coup. Alors, la suite, on va le voir, ça donne ça. Ça veut dire que si on repart à la campagne, le camion-citerne qui a pris la fosse à vidanger, elle emmène ça dans une station donc un peu spéciale qu'il appelle un centre d'imprégnation. C'est en fait un centre de compostage. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça ressemble. Celui qui a les toilettes sèches, il se débrouille tout seul, lui, il ne paye rien, et puis voilà. Il fait ça dans son jardin, il composte un peu à l'abri pour pas qu'il y ait d'infiltration dans la nappe phréatique, et c'est bon. En ville, le réseau actuel est toujours dirigé vers les stations d'épuration. Et là, les stations d'épuration sont soit laissées en état, soit même simplifiées, avec des filtres plantés. Je vous expliquerai comment ça fonctionne. Les eaux de vanne, elles, vont toujours sur ce centre d'imprégnation pour être compostées. Tout ce qui est composté, au bout d'un moment, c'est quelque chose de vivant. Même si on a perdu de la matière dans le compost, c'est quand même largement plus intéressant que des bouts d'épuration actuels, qui ressemblent plus à du ciment. Donc, on a du compost vivant qu'on va pouvoir ramener à l'agriculture pour que le cycle continue. Allez voir son site Joseph Orzag, autarcie.org. Il y a plein d'informations, c'est fantastique. Centre d'imprégnation. C'est le premier qu'il y a en France, donc c'est dans le Morbihan, je crois, ou je ne sais plus où. C'est en Bretagne. Il l'utilise actuellement pour les lisiers de cochons, mais on pourrait tout à fait l'utiliser pour le lisier humain. Ça ne poserait pas de problème. On remplit une fosse avec, je sais pas, de la fibre, soit du bois, souvent des cartons. Des cartons broyés, ça marche super bien. Et puis, on arrose de fumier et tout ça va composter. Tranquillement. Dans un compost, il faut un petit peu, si vous avez des toilettes sèches ou si vous connaissez le principe des toilettes sèches, vous voyez que vous avez un peu de bois et puis les excréments. Et tout ce mélange fait qu'il y a un bon compost. Ce n'est pas par hasard que... C'est Joseph Orzag qui a mis au point les toilettes sèches qu'on connaît actuellement.
que vous voyez dans les festivals de musique, par exemple. Revenons sur les toilettes sèches. Alors, il y a plein de gens, mais pas vous, je suis sûr, pas vous, c'est pas possible, qui disent « Ouais, les toilettes, je m'en souviens, les toilettes sèches, c'est la cabane au fond du jardin. » Donc, c'est pas du tout les latrines de nos grands-parents, de mes grands-parents. Alors, je ne sais pas pour vous. Les latrines, au fond du jardin, c'était quoi? C'était en fait un trou dans la terre où les gens venaient faire leurs besoins, on recouvrait avec de la terre, et puis on avait une cabane au fond du jardin parce qu'il y avait les odeurs, il y avait les mouches, et en plus il faisait froid, l'hiver. Donc c'était pas super. Et comble de malchance, quand on recouvre les excréments comme ça avec de la terre, on évite la décomposition. Donc il y avait des pollutions. Donc c'était pas top. Ensuite, il y a eu l'invention des water closets. Super. Les hygiénistes ont inventé ça. Voilà, on tire la chasse d'eau, on évacue. Donc l'eau sert pas à nettoyer, hein, elle sert à transporter. C'était une bonne solution, mais il fallait vraiment la coupler avec une station d'épuration. Ce qui a été problématique pendant des années à Paris, puisqu'il y avait ce système de chasse d'eau, mais il n'y avait pas de station d'épuration. Donc, il y a eu plein d'épidémies de choléra. C'est comme ça que l'épuration en France s'est développée. Comme les poubelles aussi, c'est pareil. Tout ce mouvement hygiéniste, c'était un progrès sacrément important. Dans les années 80, il y a eu les Scandinaves, qui étaient un peu à la pointe, qui ont dit « Ouais, nous, il y a un produit qui nous intéresse, c'est les urines. Parce qu'il y a de l'azote, et pour l'agriculture, on va récupérer les urines. » Donc, ils valorisaient les urines pour l'agriculture en séparant donc les excréments des urines. Les excréments, ils ne savaient pas quoi en faire, donc ils les séchaient, ils les jetaient, enfin voilà, c'était pas valorisé. Puis les urines, ça posait problème parce que s'ils mettaient directement sur la culture, ça cramait les cultures. Donc il fallait diluer ça à 30%, à 30 fois plus. Pas 30%, 30 fois plus. Et puis, il y a eu Monsieur Orzac qui est arrivé, et qui, sur son cheval, et qui a inventé la toilette à litière biométrisée. C'est les toilettes sèches qu'on connaît aujourd'hui. Et il s'est posé plein de questions. Il voulait des toilettes qui ne sentent pas, des toilettes qui ne posent pas de problème au niveau hygiène et des toilettes qui compostent bien. Il a essayé ça avec de la cendre, ça n'a pas marché. Avec de la terre, ça n'a pas marché. Il a essayé... qu'est-ce qu'il a essayé? Je crois qu'il a essayé plein de trucs. Et puis finalement, il a vu que le bois, tout ce qui était ligneux, paille, bois, ça marchait bien. Parce qu'il y avait un mélange, on ne va pas rentrer dans les détails du compost, mais il faut un équilibre entre le carbone et l'azote dans le compost pour que ça composte bien. Et donc, le résultat des toilettes sèches, c'est qu'on peut les composter directement. Ce mélange fait qu'on peut le composter. Et puis ça bloque les odeurs. Ils voulaient ça aussi. Donc on en est là. Voilà à quoi peuvent ressembler les toilettes sèches. On a plus l'habitude de voir les toilettes qui sont sur la droite, mais il y a plein de types de toilettes qui existent et qui sont des toilettes sèches. La contrainte, ça fait une dizaine d'années qu'avec ma femme on utilise des toilettes sèches. La contrainte, c'est le vidage du seau. Donc la vidange, c'est pas forcément évident. C'est une contrainte. L'hiver, il fait froid, il fait nuit, ben on n'a pas envie d'aller vider le seau. Pourtant, il faut le vider. Ce que je préfère, mais il faut quand même l'espace pour, c'est un compostage direct. Un lombricompostage, par exemple à la cave, quand il y a possibilité, ça c'est top, parce qu'on ressort directement, au bout de 6 mois, 1 an, on ressort du compost et on manipule plus de matière fécale. Donc on n'a pas de risque de contamination. Pour les eaux grises, on pourrait développer la phytoépuration. Une des techniques qui est assez simple à mettre en œuvre, ça se fait pour les particuliers. Il y a certaines stations d'épuration dans le coin qui ont développé ça aussi pour des petits villages.
Comment ça fonctionne? C'est un filtre qui ressemble un peu à un filtre à sable. Il y a différentes granulométries, puis on plante des plantes de marécage. Donc des roseaux, des massettes, de la menthe, du salicaire, voilà, des choses comme ça. Et ces plantes, en fait, va y avoir une collaboration entre les bactéries, les micro-organismes qui sont dans le filtre au niveau des racines. La racine de la plante va donner de l'oxygène à ces bactéries et à ces micro-organismes pour vivre. Comme on fait en station d'épuration classique, on donne de l'oxygène aux bactéries, aux micro-organismes pour qu'ils aillent dépolluer l'eau. Mais là, ça se fait directement au niveau des racines de la plante. Et les petites bestioles qui sont dans le sol, elles vont aller chercher la matière organique et la transformer en matière minérale. Ils vont couper les chaînes. Et puis après, cette matière minérale, elle va être assimilable par les racines de la plante. Donc ça va être un engrais pour la plante. Donc c'est des systèmes qui fonctionnent bien. Voilà une petite phytoépuration que j'ai installée chez moi. Voilà, c'est pas moche non plus, hein. On peut faire un truc. C'est à côté de mon barbecue. Je suis pas sûr que j'irai faire un barbecue à côté de la station d'épuration de Compiègne. Autre technique, la pédoépuration. Alors autant la phytoépuration est une technique qui a été légalisée. Donc vous pouvez à tout moment installer une phytoépuration avec une société qui est agréée. Vous installez ça chez vous, il n'y a pas de problème. Il y a des associations, entre autres une association qui s'appelle Eau Vivante, qui fait des recherches assez intéressantes sur la pédoépuration. C'est en fait simplement la couche, les 20 cm du sol sont capables d'épurer l'eau. Et donc on va utiliser ces 20 cm de sol. C'est pas voilà. Il y a plein d'expériences qui sont faites avec des fossés, avec des petits drains, comme je vous ai montré sur la photo, pour arroser aussi des arbres au niveau des milieux un peu arides. Ça marche bien. Boire une eau de bonne qualité. Alors, qu'est-ce que c'est? On connaît l'eau potable. Alors l'eau potable, ça vient de l'eau qu'on mettait dans le pot. Elle était bien identifiée, cette eau-là, parce qu'elle était bonne à boire. Alors, ce n'est pas que l'eau qu'on met dans le pot aujourd'hui, la norme, ça répond à une loi ou à une norme, la norme de potabilisation. C'est quoi cette norme de potabilisation? C'est en fait, on a fait une liste de poisons qui pourraient être présents dans l'eau. Et on a donné une limite à ne pas dépasser. Donc on regarde, il y a par exemple du tritium, c'est quelque chose de radioactif. Il y a de l'arsenic. Voilà, il y a dans cette liste-là que des poisons. C'est une vue déjà purement scientifique de l'eau. C'est des molécules. Moi, j'aimerais bien vous ouvrir sur un autre regard, un peu plus osé, je dirais. Je voudrais vous parler d'une découverte qui a eu lieu dans les années 80 par un monsieur qui s'appelle Jacques Benveniste, et ses travaux ont été repris par Luc Montagnier, qui est le prix Nobel pour avoir découvert le virus du sida. Qu'est-ce qu'ils disent ces deux messieurs et quels sont les résultats de leurs travaux? Je résume, si vous avez des questions après, on pourra approfondir sans problème. Ils disent qu'en fait, dans l'eau, on peut stocker énormément d'informations. On a souvent parlé de mémoire de l'eau. Juste pour vous donner des idées, un mois d'échange d'informations sur Internet, 18 millilitres d'eau, ça équivaut. Tous les livres de la Terre, alors ça me fait marrer, je ne sais pas comment ils ont calculé ça. 3,6 litres d'eau. D'accord? Donc c'est une mémoire phénoménale. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là et les chercheurs
on a tout intérêt à faire des recherches et des recherches et des recherches sur l'eau, parce que pour moi, c'est l'avenir. C'est un secteur d'avenir. Il y a d'autres personnes qui ont travaillé sur l'eau. Et entre autres, pour mettre cette information positive ou négative dans l'eau, il faut certaines conditions apparemment. Et les conditions seraient une sorte d'encodage, moi j'ai appelé ça comme ça, avec soit des aimants, soit une tension électrique, vortex, la lumière, le son, des minéraux, des mots, des intentions, des ondes subtiles. Tout ça a été mis en avant par les scientifiques que je vous ai mis là, donc Victor Schauberger, Marcel Violet, Roland Plochet, Masuri Emoto, et ils parlent d'eau dynamisée. Alors moi qui est scientifique, j'ai eu du mal avec ce concept d'eau dynamisée, parce que on n'arrive pas à le prouver encore. On n'arrive pas à mettre une théorie scientifique face à ça. Et pourtant, il y a des effets. Marcel Violet faisait doubler les rendements de patates avec son eau soumise au champ électrique. Bon. Pourquoi? Victor Schauberger, il a travaillé sur les vortex, par exemple. Donc la dynamisation de l'eau, ça serait une eau informée positivement pour notre santé. Voilà, qui développerait la vie. Il y a un autre scientifique que je voudrais évoquer, c'est Louis-Claude Vincent. Louis-Claude Vincent, il a fait la relation avec l'eau qu'on avait dans le corps. On est constitué à 80-90% d'eau en fonction des organes. Donc on a essentiellement de l'eau. Quelle est la qualité de l'eau de notre corps? Est-ce qu'il y a une relation entre l'eau de notre corps et notre santé? Ça, c'est une bonne question. Et donc, il a travaillé avec un médecin il y a quelques années de ça déjà. En 1930, ouais. À l'époque, le Liban était sous protectorat français. Et donc, il a travaillé au Liban, à Beyrouth, dans un hôpital, donc avec un médecin. Et ils ont étudié des gens qui étaient malades et des gens qui étaient en bonne santé. Et il a découvert un truc assez phénoménal. Déjà, il a travaillé sur 3 liquides corporels, la salive, les urines et le sang. Et il a mesuré, sur ces 3 liquides corporels, il a mesuré 3 paramètres. Paramètres très simples que vous connaissez. Le pH, donc quelque chose d'acide ou de basique. Le RH2, c'est peut-être une notion un peu plus compliquée pour vous, c'est proche de l'oxydoréduction. Et puis la conductivité, c'est est-ce qu'il y a des sels minéraux en grande quantité dans l'eau qui conduit beaucoup l'électricité ou pas. Donc avec ces 3 paramètres, ces 3 mesures, il a fait un diagramme en 3 dimensions que j'ai réduit pour la projection en 2 dimensions. J'ai mis juste le pH et le RH2. Et puis il a trouvé systématiquement qu'il y avait des zones où on retrouvait des malades. Les malades d'une certaine maladie étaient dans une zone. Sur la coqueluche par exemple, ceux qui avaient la rage, ceux qui avaient le cancer, ceux qui avaient le sida, ceux qui avaient la leucémie, ils se retrouvaient dans des zones spécifiques dans le diagramme. Et surtout, il y avait une zone de bonne santé. Ça, c'est intéressant. C'est donc la zone de bonne santé, c'est la zone qu'on appelle biocompatible. On retrouve le diagramme donc avec plus d'explications sur cette zone biocompatible où le pH, je vous donne les chiffres de façon très précise, où le pH doit être entre 5 et 7,5, donc une eau plutôt acide, légèrement acide. Le RH2 entre 18 et 29, la conductivité entre 10 et 150.
Donc la conductivité, juste pour vous dire, donner un exemple, l'eau de la ville de Compiègne a une conductivité de 800. Ah, ce n'est pas la seule, on est sur des sols calcaires. Ce n'est pas juste Compiègne, c'est toute la région est comme ça, puisqu'on prend l'eau dans les sols. Si on reprend le diagramme, on voit qu'il y a la zone de bonne santé, et puis il y a des choses, tiens, qui sont utilisées par la médecine aujourd'hui, dans ces zones-là. On a par exemple la zone en rouge, là-haut, on se retrouve avec une zone où on a des maladies virales, où on a les problèmes de cœur, problèmes de cancer, ce qu'on appelle les problèmes de maladies de civilisation. Et tiens, symétriquement opposé, on a la zone des vitamines et des ferments. Tout ce qui est antioxydants. Quand on vous dit prenez des antioxydants pour soigner votre cancer, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'en fait, on va rééquilibrer la qualité de l'eau à l'intérieur de notre corps pour rester dans une zone de bonne santé. La même chose sur la zone en jaune, donc bactéries, maladies infectieuses, on se retrouve dans les autres stations d'épuration. Et si on veut soigner ça, on prend des antibiotiques. La zone qui est en symétrie, qui vous ramène dans la zone de bonne santé. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est une parenthèse, hein, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et qu'est-ce que moi je fais avec ça? Déjà, moi quand j'ai découvert cette théorie, je me suis dit, bon, ça ressemble à quoi? Donc je suis allé chez un médecin et j'ai fait les analyses. Donc c'est mon diagramme ça. Voilà. À quoi ça ressemble? Je ne saurais pas vous l'expliquer. Demandez à votre médecin. Voilà. Mais c'est là que je voulais en venir. C'est là que je voulais en venir. C'est sur l'eau de pluie. Parce que le but, c'est d'avoir une eau de très bonne qualité. L'eau de pluie, c'est une ressource durable et accessible en France, même par les temps qui courent. Ça fait, moi qui récupère l'eau de pluie, ça fait 4 à 5 mois qu'il n'a pas plu de façon intensive. Ça peut être quelque chose de compliqué dans l'avenir, on ne sait pas, mais pour l'instant c'est intéressant. C'est une eau de très bonne qualité. Et bonne nouvelle, c'est une eau qui est facilement biocompatible. Facilement biocompatible. Et on va chercher l'eau du sol et on va créer des usines pour dépolluer tout ça. Pourquoi on ne prend pas l'eau de pluie? Ah, parce qu'elle est salie, parce qu'elle est polluée, parce qu'elle n'est pas potable, parce que... Gna 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 gna. Ça, c'est du gna gna gna. D'accord? Et elle est encore peu chère. Alors, si vous voulez récupérer l'eau de pluie, il va falloir déjà identifier les besoins. Moi, j'ai classé 3 sortes de besoins. Besoin d'arrosage, de nettoyage et pour les toilettes, de transport quelque part. Pour les excréments et les urines, si on a des toilettes à chasse d'eau. Ça, on n'a pas besoin d'une eau potable. On n'a pas besoin d'une eau de super qualité. C'est du transport. Elle pourrait être une eau toute noire, c'est pas un problème, c'est du transport. Transport, nettoyage, on n'a pas besoin d'eau de qualité. Deuxième niveau de qualité d'eau, on monte en qualité. Eau de qualité de baignade. Dans les piscines, pour laver donc le linge, la vaisselle, pour l'hygiène, la douche, etc. On a besoin d'une eau qualité de baignade, voire potable. D'accord? Mais pour la dernière catégorie, donc pour la cuisine et la boisson, on a besoin d'une eau de très haute qualité. Une eau biocompatible. Alors, comment on fait ça? Moi, je vais essayer de me focaliser sur le plus difficile. Le reste, vous irez vous documenter.
Comment j'ai fait ça? Et comment on a fait ça avec ma femme, c'était un projet à deux. On récupère l'eau de pluie sur notre toit. Donc il y a des calculs de volume, le volume de la cuve, la surface du toit à avoir, etc. Ensuite, oui, l'eau de pluie est une eau qui risque d'être polluée. Alors, elle n'est pas tellement polluée dans l'atmosphère. Un petit peu, mais pas tellement. Le gros de la pollution se dépose sur mon toit. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je nettoie mon toit avant de récupérer l'eau de pluie. C'est ce que je fais. Ça veut dire que j'ai un système pour détourner les premières pluies. Pendant 1 à 2 heures, les premières pluies ne sont pas récupérées. Elles vont dans un autre endroit. Ensuite, je vais filtrer. Je vais filtrer les feuilles, je vais filtrer les sables, les graviers, etc. Et puis, je vais la stocker. Je vais la stocker dans une cuve. Ça peut être une cuve dans une grange, ça peut être une cuve enterrée, c'est encore mieux. L'idée, c'est que la cuve n'ait pas trop d'aléas de température, surtout l'été. À l'abri de la lumière, avec une aération, avec une prise de terre. Alors tous ces trucs-là, comment je les ai trouvés? C'est avec mes analyses de biocompatibilité. Parce qu'au départ, mon système me produisait de l'eau qui n'était pas de bonne qualité. Et petit à petit, avec mes analyses, j'ai pu améliorer. Donc tout ce que je liste, la prise de terre par exemple, l'aération, ça a été mis après pour améliorer les choses. Et puis enfin, là je voudrais revenir sur Victor Schauberger. Victor Schauberger, il a travaillé sur la notion d'eau vivante et d'eau morte. Et il disait que les eaux sont vivantes quand elles sont dans des cours d'eau. Lui, il vivait à la montagne et il voyait bien que les eaux qui tournent sur elles-mêmes, qui tapent les rochers, qui font des cascades, qui s'oxygènent, qui sont en mouvement, sont des eaux vivantes, très bonnes pour notre santé. Les eaux qui stagnent dans des mares ou dans des marécages, c'est des eaux qui sont, lui il disait, mortes, donc moins bonnes pour notre santé. D'accord ? Le problème, c'est que moi, dans ma cuve, j'ai pas de cascade. J'ai pas de rochers et de torrents fantastiques. Donc il va falloir que je ruse. Il va falloir que je ruse et que je puisse dynamiser cette eau. Je me suis penché beaucoup sur la dynamisation de l'eau avec des pierres. Vous allez me dire, c'est pas très scientifique, peut-être. Peut-être. Mais moi, j'ai essayé. Je suis un scientifique, mais je ne suis pas borné, donc j'ai essayé. Et puis, avec mes analyses, je regardais si ça marchait derrière ou pas. Donc, j'ai essayé. Les premiers trucs qu'on m'a donné, c'est le diamant, ça marche bien. Je dis oui, je vais tapisser ma cuve de diamant, ou je le dis à personne. Donc, j'ai oublié le diamant. Il y a le quartz aussi. Le quartz, c'est une pierre assez énergétique. Et c'est un petit peu cher. Bon, je n'ai pas trouvé de quartz. Et puis, il y a un copain qui est en Normandie. Et il me dit, mais tu n'as jamais assisté à un feu de maison en Normandie? C'est un vrai feu d'artifice. Les maisons, dans certains coins, le nord de la Normandie, sont faites avec des silex. Et quand ça brûle, ça fait des feux d'artifice. Les pompiers, ils n'y vont pas. Donc, je me suis dit, tiens, silex, ah ouais. Puis, il y a le feu, les cro-magnons, etc. Donc, ça m'allait bien. Et puis, autour de chez moi, dans les champs, il y a plein de silex. Donc, j'ai récupéré des silex et je les ai mis dans ma cuve. J'ai pas mal de silex. J'ai à peu près le fond tapissé de silex. Et là, j'ai vu mon RH2 qui descendait tranquillement, qui revenait à des valeurs qui étaient beaucoup plus intéressantes. Ensuite, j'ai une petite précaution parce que je ne suis pas tout à fait sûr que l'eau ne soit pas un petit peu polluée quand même. Je suis à côté de l'autoroute. J'ai mon ami agriculteur qui arrose tranquillement ses champs de pesticides. J'ai du kérosène des avions qui passent. J'ai les oiseaux qui me bénissent le toit de temps en temps. Bon, même en nettoyant les premières, le toit en jetant les premières pluies, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas quelque chose encore. Donc j'ai mis un filtre à charbon. Le charbon a
particularité-là d'arrêter pas mal de polluants, comme les nitrates, comme le chlore. Alors moi, j'ai pas de chlore dans mon eau de pluie, comme les pesticides, comme les grosses molécules, en fait. Et puis après, je fais des analyses. Donc au départ, c'était une grande responsabilité pour moi de faire boire de l'eau de pluie à ma femme et surtout à mes enfants. Donc moi je suis aventurier, mais je ne suis pas casse-cou non plus, quoi. Donc j'étais complètement flippé au départ, je faisais des analyses tous les jours, j'étais stressé et à chaque fois les résultats étaient bons. Bon. Et puis au bout d'un an, on se rend compte que c'est toujours les mêmes analyses, c'est toujours la même qualité. Une qualité qui varie un petit peu en fonction des saisons, mais qui reste intéressante et toujours biocompatible. Donc j'ai petit à petit espacé les analyses et maintenant je fais une fois par an. Tellement j'ai confiance en mon système. Mais c'est un apprentissage pas évident parce que j'ai lutté contre tous les préjugés, hein. Combien de fois on m'a dit tu vas faire crever tes enfants, tu vas faire crever ta femme, l'eau de pluie n'est pas potable. Enfin bon, voilà. C'était un risque. C'était un risque, mais un risque mesuré. Donc c'est possible. C'est pour ça que je viens là ce soir. C'est possible. C'est possible d'aller chercher de l'eau de meilleure qualité qu'on a actuellement. Avec pas des grosses usines. Oh, des usines à silex, allez. Si vous voulez faire ça chez vous et que vous n'avez pas envie de faire les analyses comme je fais, vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas les appareils et puis vous n'avez pas envie, vous pouvez obtenir le même résultat avec de la microfiltration sur céramique ou avec de l'osmose inverse. Faites attention, l'osmose inverse, des fois, déminéralise de trop. Donc il faut un petit peu rajouter. Mais en général, une osmose inverse bien réglée fonctionne bien. Ce que je vous déconseille comme technique, c'est la désinfection au chlore et à l'ozone et les lampes UV. Là, ça crée des eaux qui ne sont pas du tout biocompatibles. J'en ai fini avec mon exposé, donc je vous donne des références sur la bioélectronique de Vincent. Il y a un site internet, donc c'est le site officiel pour la bioélectronique de Vincent. Le site de Joseph Orzag, donc autarcie.org. Les travaux de Marc-Henri, du professeur Marc-Henri, très intéressant. L'association Eau Vivante. Et puis quelques bouquins, donc Purifier et dynamiser votre eau. Un petit coin pour soulager la planète. Voilà. Et je suis disponible pour vos questions. Je vous remercie.